Bon, je propose qu'on commence, si vous voulez bien. J'espère que vous apprécierez. Maçonnerie, je parle. Bien, chers collègues, on doit examiner en application de l'article 140, alinéa 2 de notre règlement, la recevabilité de la proposition de résolution numéro 2433 tendant à la création d'une commission d'enquête visant à établir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l'élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français, pour laquelle le groupe Les Républicains a souhaité exercer son droit de tirage. Je vous rappelle que conformément à l'article 140, alinéa 2 du règlement, il convient de vérifier que les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies sans se prononcer sur son opportunité. Madame Véronique Louwagie, vous avez été nommée rapporteure pour cet examen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, comme vous venez de le dire, le groupe Les Républicains auquel j'appartiens a choisi de faire usage de son droit de tirage pour demander la création d'une commission d'enquête sur les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l'élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Je m'associe pleinement à cette initiative et je partage la conviction qu'il est nécessaire de faire la lumière sur les causes de l'évolution préoccupante de notre endettement en vue des débats qui viennent sur le prochain projet de loi de finances qui promettent à juste titre d'être animés. Le ministre des Comptes publics, d'ailleurs, Thomas Cazenave, a affirmé il y a quelques jours qu'il était ouvert aux propositions du Parlement pour contenir l'évolution de la dette publique dans le cadre de l'élaboration du prochain PLF. Nous prenons acte de cette volonté. Notre pays s'est en outre engagé dans le programme de stabilité 2024-2027 à réduire significativement son déficit public, et ce, dès l'année prochaine, après le dérapage constaté en 2023. Dans la droite ligne de cet engagement auquel mon groupe a à cœur de contribuer, il s'agit donc pour nous de nous donner les moyens d'appréhender les causes de l'endettement massif de la France. Les crises sanitaires et inflationnistes y ont certes eu leur part, mais pas seulement. Nous entendons donner les moyens à cette Assemblée d'enquêter sur l'ensemble des causes de cette contre-performance des finances publiques pour avancer des propositions étayées qui, je l'espère, sauront nous rassembler au-delà de mon groupe et retenir toute l'attention du gouvernement sur un sujet qui devrait nous rassembler, car il est d'intérêt national pour aujourd'hui comme pour les générations futures. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir la liste des missions d'information dont l'objet, pour beaucoup, est d'approfondir la question des dépenses fiscales inefficientes ou du pouvoir d'achat, ou bien encore l'intérêt suscité ici même par les auditions successives de Monsieur le ministre des Comptes publics et du Premier président de la Cour des comptes le 17 avril dernier. Nous sommes face à l'évidence, l'endettement de la France n'est plus soutenable. Le déficit public a atteint en 2023, véritable année noire en termes de gestion des finances publiques, un niveau record de moins 5,5%. Il s'élève à moins 5,3% retraité du changement de base, ce qui reste considérable. Le ratio de dette publique s'établit quant à lui à 110,6% du PIB en 2023 et devrait continuer à augmenter jusqu'en 2025. La France est le troisième plus mauvais élève en Europe, derrière la Grèce et l'Italie. Et sa position dans ce triste classement ne devrait pas s'améliorer au cours des prochaines années, compte tenu de la trajectoire des finances publiques. Il n'y a pas de dette gratuite. Cet état de fait a un coût pour tous les contribuables, je tiens à le rappeler ici. Il nous met face à un arbitrage qui va peser sur le pouvoir d'achat des Français dans des domaines fondamentaux, que sont la santé, le logement ou les retraites. La charge de la dette, pour l'État seul, atteindrait 46,3 milliards d'euros en 2024, soit plus que le niveau du budget du ministère des Armées en 2024, et 72,3 milliards d'euros en 2027, soit celui du budget de l'Éducation nationale et de la sécurité intérieure réunis. Monsieur le Premier président Moscovici a d'ailleurs eu l'occasion d'attirer notre attention sur ce sujet. Face aux crises à venir, la France doit reconstituer ses marges de manœuvre budgétaires pour aider les ménages modestes à faire face aux différentes transitions, notamment environnementales. Or, nos partenaires européens qui ont affronté les mêmes crises que nous présentent une situation budgétaire nettement moins dégradée que la nôtre. La situation est d'autant plus inquiétante que, compte tenu des engagements de la France et de la levée de la clause de dérogation générale, la France risque de voir sa crédibilité mise à mal, voire d'être sanctionnée, avec le retour à l'application des règles budgétaires européennes. Elles sont en cours de réforme. Elles devraient fixer des objectifs moins ambitieux, mais corrélativement plus sanctionnés. De telles mesures seraient de nature à inquiéter les agences de notation,
dont nous attendions le verdict avec inquiétude. Si nous avons échappé à une dégradation de la note de la dette française par les agences Fitch et Moody's, ce n'est que partie remise. L'agence Standard & Poor's se prononcera d'ailleurs à son tour le 31 mai prochain. La décision est donc en sursis. Ce problème de crédibilité lié à des prévisions de croissance trop optimistes est soulevé par le Haut Conseil des finances publiques qui évoque, je le cite, un manque de cohérence de la trajectoire du programme de stabilité. Le gouverneur de la Banque de France s'associe d'ailleurs à ces inquiétudes dans sa lettre annuelle. Il souligne la nécessité de redresser les finances publiques. Graphique éloquent à l'appui, il souligne en outre que jamais les prévisions des lois de programmation des finances publiques n'ont été respectées. Nous pouvons le regretter. Il y a lieu de s'inquiéter d'une possible dégradation de la qualité du suivi de la trajectoire adoptée par la loi de programmation des finances publiques, puisque, je le rappelle, celle-ci a été adoptée grâce à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. À peine quelques mois après son adoption, elle est déjà obsolète. Mon groupe a la conviction que pour endiguer cette spirale infernale de l'endettement, qui menace à terme notre souveraineté budgétaire, nous devons en identifier les causes. Le cas échéant, les responsables, au-delà de la simple conjoncture, et détailler ensuite les mécanismes à l'œuvre. Notre endettement est bien, pour une part considérable, structurel. Quels ont été les besoins et les nécessités avancées pour justifier cette débâcle? Le sujet nous concernant tous, la charge de la dette étant par ailleurs aggravée au cours des épisodes d'inflation, s'agissant des OAT indexés, quelles sont les conséquences concrètes, immédiates et futures du niveau insoutenable de la dette française sur le pouvoir d'achat des Français? Leur bénéficie-t-il à travers les politiques de bouclier budgétaire mises en place, par exemple, lors de la crise inflationniste, ou bien obère-t-il notre capacité à assurer une protection sociale juste pour tous les Français? Ce sont autant de questions que nous devrons nous poser. Je pense notamment aux annonces faites par l'assurance chômage ou la franchise des médicaments. J'ai tenu à éclairer notre commission sur les raisons qui motivent la proposition de résolution de mon groupe, car cela me semble nécessaire, même si l'unique objet de cette réunion est d'en vérifier la recevabilité. Le groupe Les Républicains ayant fait usage de son droit de tirage, la commission d'enquête sera en effet créée de droit, pour peu que les 3 conditions de recevabilité sur lesquelles je m'apprête à revenir soient respectées, et elles le sont. La première d'entre elles est l'exigence d'une détermination précise des faits donnant lieu à enquête. C'est très exactement le cas ici. Les faits en question sont dûment constatés et quantifiés d'ailleurs par tous les observateurs. L'objet de la création de la commission d'enquête est de s'intéresser à des faits datés, précis et aux effets déterminés qu'ils ont sur les Français, en l'espèce sur leur pouvoir d'achat. Ces faits relèvent du champ le plus évident et le plus fondamental de notre contrôle. Deuxièmement, la commission d'enquête ne doit pas porter sur un sujet pour lequel les pouvoirs d'enquête reconnus aux parlementaires ont été mobilisés au cours des 12 derniers mois. En l'occurrence, aucune commission d'enquête ni aucune mission d'information dotée de pouvoirs d'enquête n'a porté de près ou de loin sur le champ de la dette publique depuis le début de la 16e législature. Enfin, la commission d'enquête ne doit pas porter sur des faits pour lesquels une procédure judiciaire est en cours. Le courrier du garde des Sceaux annexé au présent rapport fait état, sans surprise, de l'absence de procédure judiciaire sur ce sujet. Toutes les conditions de recevabilité prévues par notre règlement sont donc remplies. Il me reste à accompagner de mes vœux le succès de ces travaux dont j'attends avec impatience le rapport et qui permettront, je l'espère, de nous éclairer tous en vue du prochain projet de loi de finances. Je vous remercie. Merci, Véronique Louwagie. Ce que je vous propose, c'est que là, comme on n'est pas sur une formule d'audition d'un ministre ou de quelqu'un dont on veut tout de suite les réponses, on utilise la forme classique, c'est-à-dire que je fasse une intervention, monsieur le rapporteur, vous répondez, après on fait les orateurs de groupe et vous répondez. Hein, puisque voilà. Merci, Véronique Louwagie. Moi, je trouve cette commission d'enquête intéressante et utile, avec un espoir, c'est que elle soit l'occasion peut-être d'un travail de fond et de vraiment écouter les arguments respectifs des uns et des autres, qui évidemment auront une traduction aussi dans les personnes auditionnées, les questions, et pas, j'allais dire, en rester un peu sur la dette des arguments qui
qui sont parfois un peu caricaturaux, je trouve, sur les positions exprimées. Alors on ne part pas, Véronique Louwagie, du même présupposé, je vais y revenir, mais n'empêche qu'il y a des questions, à partir de là, que vous posez dans la commission d'enquête, que moi je trouve utile. Je vais expliquer pourquoi. On ne part pas du même présupposé, et je le dis rapidement, donc pour pas trop utiliser de temps, donc m'en veuillez pas au niveau de justement de la rapidité des arguments, mais moi je pense que la dette actuelle est très largement soutenable, que on utilise surtout la dette pour expliquer et produire des politiques de baisse des dépenses publiques, de remise en question de la protection sociale. Et quand je dis qu'elle est très largement soutenable, c'est que la preuve, c'est que d'un côté, on explique que notre pays est quasiment en faillite, et de l'autre côté, quand on lève des bons sur les marchés financiers, il y a 2 fois plus de demandes que d'offres, et les taux d'intérêt actuels sont en dessous de l'inflation. C'est des taux d'intérêt encore négatifs sur lesquels elles se produisent, ce qui d'ailleurs relativise, pour moi, relativisé à l'avance. Et moi, je ne suis pas de ceux qui d'une manière ou d'une autre, quel que soit le résultat, pensaient que ça aurait une incidence sur la politique économique. Les résultats des agences de notation, qui, entre parenthèses, sont en ce moment, au moins pour les pays riches, contestés, y compris par l'AMF, dans leur crédibilité, parce que je pense que les marchés sont un élément plus crédible, paradoxalement, dans la manière dont elles prennent la dette. Bon, je pense qu'elle est soutenable parce que, en réalité, il faut prendre en compte, le fait que les 3 000 milliards annoncés à chaque fois, c'est sur à peu près 8 ans, un peu plus de 8 ans et 140 jours, c'est la moyenne d'emprunt en France, et que si on réduit, si on traduit ça en réalité sur non plus 8 années, mais sur une seule année, on a un taux d'endettement qui est en réalité proche de 13%, et bien éloigné du pourcentage qu'on annonce. Et encore, on ne tient pas compte des actifs, qui explique d'ailleurs pourquoi le marché réagit aussi bien. C'est que la France est un pays qui a un tel patrimoine, y compris l'administration publique, qu'en réalité, notre actif dépasse largement la dette. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait péril en la demeure, et qu'on soit dans un risque systémique, comme a pu l'être la Grèce, etc. Donc je pars de ce présupposé. N'empêche, il y a à partir de là plusieurs questions qui sont intéressantes. Un, c'est évidemment s'interroger sur les causes de la dette. Bon. Par exemple, il y a un déficit l'an dernier où Emmanuel Macron est venu sur des positions que moi je défends depuis longtemps. C'est que l'an dernier, le déficit, il augmente parce qu'il y a moins de recettes. C'est pas parce qu'il y a plus de dépenses publiques. Ça, j'espère qu'on pourra aussi étudier cette capacité, et qui, évidemment, peut, par exemple, renvoyer à des baisses d'imposition, et notamment d'imposition très inégalement partagées en termes de fruits de ces baisses d'imposition, et notamment vis-à-vis du capital, mais je ne rentre pas dans le sujet. Donc les causes de la dette, je trouve que c'est important, et notamment, par exemple, aussi de s'interroger sur... hier, Bruno Le Maire disait que 25% de notre stock de la dette était produit par la dette Covid. C'est s'interroger sur la question de légitimité ou pas de la dette, et éventuellement même, pourquoi pas, et je vais revenir après, parce que ça s'est produit dans l'histoire, quand il y a des conditions exceptionnelles comme ça, de réfléchir à... pourquoi pas une annulation de la dette. Bien. La deuxième chose, c'est qui la détient. Je crois que c'est une question importante, justement, qui a un lien avec ça, c'est-à-dire que la dette n'a pas toujours été détenue par les marchés financiers. Elle a été détenue aussi, c'est arrivé avec le circuit du Trésor, par nos banques centrales, et à l'époque l'État lui-même, puisqu'elles n'étaient pas indépendantes. Mais par exemple, la dette Covid a justement eu la particularité, notamment vis-à-vis de ce qu'a fait la BCE, d'être une dette détenue par nos banques centrales, et ça change beaucoup les choses, parce que justement, y compris si on décide de politique, soit d'annulation, soit de report et autres, on ne fait pas défaut vis-à-vis des marchés. Donc je trouve que c'est des questions qu'il faudra qu'on puisse se poser sur cette question-là. Et d'ailleurs, l'autre corollaire, c'est que ce n'est pas la même chose quand les 200% de dettes japonaises sont détenues par des Japonais, et quand la nôtre est détenue de plus en plus majoritairement par des fonds étrangers, ce qui peut poser problème. Et enfin, la troisième question que vous avez mise, c'est à quoi sert la dette aussi ? À quoi est-elle utilisée ? Et je pense que c'est peut-être la question de fond, parce que selon à quoi elle est utilisée, on peut s'interroger sur, évidemment, son existence ou pas. Voilà, j'espère qu'on pourra se poser toutes ces questions-là de façon la plus générale, la plus honnête possible. Je voudrais juste en conclure, vous rappeler une phrase
qui est celle d'un de vos anciens responsables politiques, Véronique Louwagie, qui est maintenant un responsable politique d'En Marche, mais qui est l'ancien président de la Commission des finances, 17 avril 2020, au moment d'un projet de loi de finances rectificative, et qui explique en réalité la dette est quasi éternelle. Tout le monde sait que personne ne rembourse jamais la dette, tout simplement parce que la dette roule, c'est un stock. Ce qu'il faut regarder, c'est la charge de la dette. Et encore une fois, la charge de la dette, je conclus là-dessus, je demande à ce qu'on la regarde en PIB. Et en PIB, ce n'est pas les mêmes chiffres que ceux qu'on annonce à l'état brut. Et pour l'instant, d'après y compris le programme de stabilité, elle passera de 1,7% à 2,6%. C'est quand même moins effrayant que quand on explique qu'elle va passer de 40 milliards à 74 milliards. Il faut regarder par rapport au PIB. Je pense que c'est ça qui a du sens. Voilà, monsieur le rapporteur général. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure, merci beaucoup. Bon, écoutez, d'abord, vous redire que notre majorité est très attachée à la maîtrise de la dépense publique et à la maîtrise de la dette. Donc, je pense que nous devons la réduire. Et donc, vous dire que nous sommes ravis de cette commission d'enquête qui va permettre de clarifier le débat, j'espère, d'éclairer la représentation nationale et probablement de lutter contre un certain nombre d'idées reçues. Et je voudrais en partager 2 ou 3 pour ne pas être trop long. La première, c'est que j'espère que votre commission d'enquête prendra un peu de recul et comprendra et permettra de comparer l'augmentation de la dette en phase de crise par rapport à d'autres crises précédentes. Vous rappelez très rapidement que l'augmentation de la dette entre 2007 et 2012 a été de 26 points du PIB et pratiquement de la moitié, un peu moins de la moitié, depuis 2017. Je crois qu'il faut comparer les choses qui sont comparables. Deuxième point, on a entendu beaucoup ici d'accusations, de remise en question de l'agence France Trésor. Nous pensons qu'elle fait un travail d'excellente qualité dans l'intérêt du contribuable, dans un environnement particulièrement difficile. Et j'espère que votre commission permettra de mettre à jour et en lumière son travail. Troisième remarque, c'est que là aussi, on a beaucoup contesté les OAT indexés qui, effectivement, depuis que l'inflation a augmenté, nous coûtent plus cher par définition. Je crois que c'est important aussi de voir les économies qui ont été faites à cause de ces OAT indexés sur la période où l'inflation était extrêmement faible. Et enfin, dernier point, le maintien de la note. Et vous savez que pour nous, ce n'est pas ça qui nous guide. Ce qui nous guide, c'est l'intérêt de notre pays, mais le maintien de la note montre quand même d'une certaine manière la qualité de notre dette et la confiance que les investisseurs ont en notre pays. J'espère que là aussi, cette commission d'enquête permettra de le mettre à jour. Je vous remercie. Véronique Louwagie. Merci pour ces éléments. Je vais d'abord réagir sur les propos, vos propos, Monsieur le Président, où vous indiquiez en premier lieu que nous n'avions pas le même présupposé. Je peux le penser. En revanche, je pense que nous faisons le même constat d'une trajectoire d'une dette qui augmente et qui mérite d'être comparée également avec ce qui se passe dans les autres pays. Et là, je crois que ce sera véritablement intéressant. Et en tout cas, j'espère que lors de cette commission d'enquête, nous aurons l'occasion de regarder ce qui se passe au niveau de nos pays voisins, parce que nous avons des trajectoires qui évoluent de manière différente. Alors, évidemment, en s'intéressant à la dette, on s'intéresse aux causes de la dette et donc, effectivement, nous aurons l'occasion d'aborder, je dirais, les questions relatives au déficit et ce que vous évoquiez, finalement, les dépenses qui sont engagées. Mais derrière la dette, où, Monsieur le Président, vous évoquiez la question de l'annulation, là, je pense que nous aurons évidemment des prismes et des orientations très, très, très différents, puisque tout le monde ne partage pas du tout cette vision et cette possibilité d'annulation. Mais en tout cas, moi, je ne les partage pas du tout, mais ce sera un point qui pourra être abordé. Mais en fait, sur la dette, il y a le poids et surtout, je dirais, la charge de la dette. Voilà, parce que c'est en matière de charge, en tout cas, que nous connaissons une évolution qui quasiment va doubler en quelques années, en moins d'une décennie.
Et cette charge de la dette doit nous interpeller, nous interpelle, parce que ce sont autant de crédits budgétaires qui ne sont pas affectés aux besoins des Français et qui ont un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Et ça, je pense qu'il nous faudra avoir un travail, en tout cas, sur le pouvoir d'achat des Français. Donc évidemment, aborder les questions de savoir qui détient la dette et regarder également les effets et les impacts. Monsieur le rapporteur général, vous évoquiez, enfin vous satisfaisiez de cette commission d'enquête. Effectivement, je pense que très sincèrement, au niveau de la commission des finances, à la veille de l'examen d'une loi de finances, je pense qu'il y a un véritable intérêt de mener un tel débat, de tels travaux. Je vous évoquais la remise en question de l'agence France Trésor. Je crois qu'il y a eu des avis très partagés. Il nous faudra entendre effectivement tous les acteurs qui le méritent. Je pense à la CADES, par exemple, aussi, qui a tout son rôle dans une partie de la gestion de la dette. Et puis, examiner effectivement les natures des financements qui ont été retenus entre les OAT indexés, non indexés. Voilà, faire un bilan des choix qui ont été opérés sans pour autant remettre en cause des choix qui, à un moment donné, sont pris en fonction de circonstances, d'événements qui peuvent exister, mais qui pour autant peuvent s'apparenter comme étant judicieux ou pas judicieux, mais en tout cas il faudra en faire des éléments pour se préparer et mieux réagir peut-être à l'avenir, le cas échéant. En tout cas, moi je suis tout à fait ouverte, et comme vous le disiez, Monsieur le Président, en tout cas pour faire en sorte que tous les groupes puissent s'exprimer et avoir un débat très ouvert sur l'ensemble de ces points. Merci. Je précise juste, je parlais uniquement de la dette Covid, qui est tenue par la Banque centrale. Je vous offrirai un petit livre que j'ai commis là-dessus. Ça sera un bon début de la commission d'endette. Groupe Renaissance. Charles. Non, je lui offrirai. Charles Sitestou. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais Mathieu Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, Groupe Renaissance partage évidemment les objectifs qui sont les vôtres, les risques que fait peser l'endettement sur notre souveraineté, sur nos choix budgétaires et sur le financement soit des crises à venir, soit de la transition écologique. Je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur les mots qu'on utilise pour ne pas que cette commission d'enquête ait d'impact, et personne ne le souhaite, négatif sur nos conditions d'endettement pendant celle-ci. Et c'est vrai que quand vous parlez d'années noires, de débâcle ou de responsables, je pense qu'il faut qu'on ait un regard assez distancié pour éviter ce type de risque. Sur les causes, Monsieur le Président, on aura un débat, mais force est de constater qu'on a le niveau de dépenses publiques le plus élevé de tous les pays développés et en même temps le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. Ce qui veut donc dire que la cause principale de notre endettement, c'est une dépense publique qui est trop élevée. Et il faudra également, comme le rapporteur général l'a dit, qu'on ait un regard sur l'historique. Je rappelle qu'on avait dans les années 2000 le même niveau d'endettement que l'Allemagne, et en 2017, on est à plus de 35 points d'écart. Donc il faudra aussi prendre un petit peu de champ et de perspective, tout en veillant, comme vous l'avez rappelé, Madame le rapporteur, à ne pas mettre en cause les fonctionnaires de l'agence France Trésor. Je pense que c'est extrêmement important de ne pas jeter le discrédit et de ne pas considérer qu'ils font un travail politisé ou biaisé. Je pense qu'ils sont au service de la gestion de notre dette, et c'est heureux ainsi. Et un mot, Monsieur le Président, sur... vous avez dit qu'on avait un bilan patrimonial qui était très bon, sur lequel s'adossaient nos conditions d'endettement. Mais on a quand même des engagements hors bilan qui frôlent les 4 000 milliards d'euros. Et ça, on ne peut pas considérer que ce soit un résultat patrimonial particulièrement heureux. Et c'est notamment lié à notre endettement en matière de retraite. Et de la même manière, quand vous évoquez l'endettement en point de PIB, je comprends votre raisonnement, mais comprenez aussi qu'à la fin, pour les Français, 1 euro emprunté, ça reste 1 euro emprunté, quelle que soit sa traduction en montant de notre richesse nationale. Et par conséquent, ça induit des choix que Madame Louwagie évoquait, et des arbitrages à avoir entre les différents postes budgétaires. Donc, très heureux de travailler, Madame la Présidente, avec vous sur cette commission d'enquête. Bien. Jean-Philippe Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, cette commission est plus que bienvenue et permettra
de nourrir nos réflexions et nos travaux. Moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait des a priori. J'entends qu'il ne faut pas mettre en cause telle agence ou telle autre agence. Il n'est pas de mettre en cause des fonctionnaires, mais il s'agit d'enquêter sur l'ensemble des causes et des raisons et de la façon dont est géré. Et il faut arrêter aussi d'agiter le moulin à prière. Dès qu'on veut investiguer ou enquêter sur quelque chose, tout de suite, il ne faudrait pas attaquer je ne sais qui. Il est arrivé que des commissions d'enquête confirment, ou infirment d'ailleurs, qu'il y avait effectivement des choses à dire ou des personnes qui étaient incompétentes. Moi, je m'interroge juste sur la date qui est choisie. Bon, ça mange pas de pain et c'est de bonne guerre, mais je pense qu'on aurait pu penser à des étapes plus objectives et moins politiques qu'une élection. On aurait pu penser à la perte de souveraineté monétaire, à les conséquences que ça avait. On aurait pu penser au traité de Maastricht, puisque les critères de Maastricht ont été définis entre 91 et 93, et quelles conséquences ça a eu, notamment sur la politique menée en France pour satisfaire ces critères. D'une part, pour rentrer définitivement dans la zone euro, puis une fois qu'on était dans la zone euro, pour essayer de les remplir, ou en l'occurrence systématiquement l'inverse. On aurait pu s'interroger sur l'évolution du rôle des banques centrales dont a parlé le président Coquerel. Bref, il y avait différentes dates qui auraient été plus objectives, peut-être sans doute d'ailleurs plus intéressantes pour la réflexion. Mais bon, ça mange pas de pain et c'est de bonne guerre de s'interroger sur les critères qu'ont choisi les Républicains. Fabien Di Filippo, pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Simplement deux choses à ajouter à ce qu'a très bien expliqué Véronique Louwagie. Premièrement, sur la soutenabilité de la dette. C'est vrai que pour l'instant, on continue d'emprunter largement sur les marchés financiers et de trouver des prêteurs en face. Mais il faut voir la charge qui augmente de manière exponentielle. Et on n'est plus dans un contexte de taux nuls qui ont masqué les conséquences des dérives du début du premier mandat d'Emmanuel Macron, puisque plus on s'endettait, plus la charge de la dette baissait. Maintenant, on sait que quoi qu'il arrive, à la fin de la décennie d'Emmanuel Macron, la charge de la dette sera devenue le premier budget de l'État, loin devant l'éducation nationale. Alors on peut dire que ce n'est pas grave, mais ça sera au moins 80 milliards d'euros avec lesquels on ne peut pas soutenir notre économie, redresser les services publics, organiser notre défense, faire un certain nombre de choses. Et puis la deuxième, il ne faut pas garder à l'esprit que l'engagement de la responsabilité du gouvernement actuel, elle repose aussi sur des prévisions qui se sont révélées totalement erronées. On en parlait ici même déjà à l'été 2023. Et les prévisions telles qu'elles sont fournies aujourd'hui apparaissent toujours bien supérieures au consensus des économistes. On nous dit maintenant 1%, avec 0,2% dont Bruno Le Maire se glorifie au premier trimestre. Ça ferait au mieux 0,8% sur l'année, si la moyenne était tenue, ce qui voudrait dire encore des milliards d'euros qui manqueraient et qui vont aggraver la situation. Donc, et l'acquis de croissance, de toute façon, de l'année dernière a été encore moins bon, il sera encore moins bon que prévu l'année prochaine. Donc, tant qu'on n'a pas fait une opération vérité sur ce qu'est la réalité des comptes de l'État, on prend le risque de mettre la France dans une situation très compliquée. J'espère qu'effectivement, cette commission d'enquête sera un moment de vérité pour pouvoir redresser la situation de notre pays. C'est tout ce que l'on peut souhaiter. Emmanuel Mondon, pour le groupe démocrate. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale. Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure, chers collègues, même si nous sommes amenés aujourd'hui à examiner formellement la recevabilité de cette initiative du groupe Les Républicains, j'aurais néanmoins quelques remarques de fond à formuler sur le thème retenu, celui de la dette de la France. Tout d'abord, pourquoi choisir de débuter l'enquête au lendemain de l'élection présidentielle de 2017, alors que la dette publique, c'est bien connu, augmente de manière significative depuis près de 50 ans sous l'effet de crises successives et de décennies de gestion malheureusement défaillante. Par ailleurs, circonscrire l'étude comme vous le souhaitez le faire nous priverait sans doute d'éléments de réponse significatifs au sujet que vous soulevez, car nous ferions par exemple l'impasse sur l'analyse de la situation que la France avait vécue, je cite par exemple la période 2008-2014. En raison de la crise des dettes souveraines, la France, je le rappelle, avait procédé à un rééquilibrage budgétaire très important, notamment par de fortes hausses de prélèvements obligatoires pour les entreprises et surtout les ménages, étouffant, on s'en souvient, la timide reprise de l'économie européenne, avec des conséquences désastreuses pour les finances publiques. Il serait aussi intéressant d'avoir des éléments de réponse sur la croissance de la dette publique de près de 20 points de PIB entre 2002 et 2007, alors que ces années furent plutôt positives pour notre économie. Alors ces éléments nous font donc penser que cette commission,
cette enquête risque d'être perçue essentiellement comme l'occasion d'une tribune politique, en se contentant d'une exploration de surface superficielle. Alors, et que nous en convenons, le sujet de la croissance de la dette publique et de ses impacts sur notre économie mériterait d'être traité avec, bien sûr, rigueur et sérieux. C'est ce qu'on doit faire, en profondeur, pour en tirer des enseignements utiles pour la bonne gestion de notre finance publique, de nos finances publiques. En tous les cas, nous suivrons ces travaux et nous y participerons. Voilà, je vous remercie. Merci. Mickaël Boulou pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, notre groupe soutient la création de cette commission intéressante et utile, car ça a déjà commencé. Cette commission va permettre de confronter les points de vue et que nous n'aurons pas le même point de vue que la rapporteure ou que le groupe Renaissance ou même les partis présidentiels. À une époque, on nous disait que dépasser les 60% de dette par rapport au PIB, ça serait la fin du monde. Puis on nous a dit que 100, ça serait la fin de la fin du monde. Aujourd'hui, on est à 110. C'est toujours pas la fin de la fin de la fin du monde. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir aussi en parler. Aux dernières nouvelles, et ça a été dit, on écoule nos obligations sans problème, que bien des pays sont au-dessus, qu'il existe aussi peu d'économistes, au final, qui argumentent pour des budgets excédentaires, et qu'on doit juger la dette sur le fait que, ça a été dit par le président, la dette, elle est éternelle, l'État est éternel, et que la dette, elle doit se juger aussi par rapport à l'actif qu'elle a permis de construire. Et que la question essentielle, c'est celle de la confiance, et que le problème, peut-être, c'est pas tellement la dette, c'est le problème de dégradation des recettes orchestrées par le gouvernement depuis 2017, donc très bien cette date, parce qu'on pourra parler de ça, que la dette, elle est soutenable, mais qu'elle doit aussi être équitable sur qui la paye. En tout cas, ça sera notre position. Et notre position, c'est que ça doit être les plus riches. Donc, cette dette, elle existe, elle n'est pas si grave, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut avoir des dépenses publiques intelligentes, que ça stimule la croissance et qu'on a tout un domaine sur lequel on doit et il faut stimuler la croissance, c'est d'orienter notre dette d'argent sur diminuer la dette écologique. Et ça, vraiment, on ne transigera pas là-dessus. Donc, je pense qu'on va avoir des débats très intéressants dans cette commission. Merci. Et enfin non, il y a des supplémentaires après, mais enfin pour les groupes, Lise Magnier pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Peut-être tout d'abord sur la forme, puisque nous sommes appelés à nous prononcer sur la recevabilité de la proposition. Cette demande de création de commission d'enquête s'inscrit donc dans le cadre du droit de tirage annuel du groupe Les Républicains en la matière et qui permet effectivement à chaque groupe de créer la commission de son choix. Et donc nous prenons acte du choix qui nous est exposé aujourd'hui. Évidemment, le groupe Horizon et apparenté suivra l'avis de la rapporteure qui estime que la commission d'enquête doit être déclarée recevable. Sur le fond, je ne suis pas sûre que nous ayons besoin d'ouvrir le débat aujourd'hui des futures conclusions finalement de cette commission d'enquête. Mais en tout cas, je souhaite effectivement saluer le choix du sujet et notamment des deux objectifs qui sont poursuivis et qui ont été rappelés par Madame la rapporteure. Et je ne doute pas que les travaux qui seront conduits permettront d'objectiver des faits, des choix, des décisions, des responsabilités et les conséquences. Donc nous saluons effectivement ce choix et nous aurons plaisir à participer aux futurs travaux que mènera notre rapporteur. Je vous remercie. Allez, je vais prendre les supplémentaires. Il y a Charles Sissenstool que je prononce toujours très mal, je sais maintenant. Ça va, Monsieur le Président. Pourquoi 1 ou 2 minutes? Comment? Une minute. Une minute. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Alors bon, que le Parlement exerce ses pouvoirs de contrôle, c'est une bonne chose. Donc moi, je suis plutôt heureux que ce travail soit mené. Par contre, je me pose quand même, moi, beaucoup de questions sur le pas de temps qui est choisi. Et on voit bien qu'il y a un choix très politique. Ça a d'ailleurs été dit par plusieurs groupes. Alors que le sujet de la dette publique, il n'est pas nouveau dans notre pays. Et d'ailleurs, toutes les majorités qui ont eu à diriger la France ont fait face à cette problématique. Je rappellerai quand même qu'entre 2002 et 2012, donc les 10 années où l'UMP est au pouvoir, la dette publique augmente de 975 milliards d'euros. Que de 2012 à 2017, lorsque le Parti socialiste et les écologistes sont au pouvoir, la dette publique augmente de 357 milliards d'euros. Donc je pense qu'il aurait été intéressant qu'on allonge le pas de temps
et que l'on pose des questions à tous les anciens ministres des Finances, de gauche et de droite. Leur avis aurait été très intéressant. Je suis pas loin de le penser, notamment la crise des subprimes, puisqu'il y avait 360 milliards qui ont été assurés par l'État pour sauver les banques. Qui veut se poser une question supplémentaire? Personne? Véronique Louwagie, à vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre les propos des uns et des autres. En premier lieu, Mathieu Lefèvre, vous évoquiez finalement le fait, l'intérêt d'avoir un point sur l'historique, l'ensemble des champs et des perspectives, et je vous rejoins tout à fait. Et vous précisiez, d'ailleurs, comme Jean-Philippe Tanguy et comme Lise Magnier, qu'il ne fallait pas avoir d'a priori, mais je crois que l'idée, évidemment, c'est de ne pas en avoir, de débuter cette commission d'enquête avec toutes les perspectives qui peuvent exister devant nous, et ce sont les auditions qui vont nous enrichir comme il se doit, et il n'y a pas de sujet particulier là-dessus. Jean-Philippe Tanguy, donc j'ai réagi sur le pas d'après priori, et sur le fait que nous aurions pu retenir d'autres critères. Alors oui, certes, on peut toujours retenir d'autres critères. En l'occurrence, je veux quand même préciser que la commission d'enquête, bon, il y a 2 points importants, quoi. D'une part, les raisons de la forte croissance de la dette française. Alors, depuis 2017, j'y reviendrai puisque la temporalité a été évoquée, et également ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Et je pense que ça aussi, c'est quand même très important parce qu'on aura quand même beaucoup de prismes ou d'éléments sur ce sujet. Alors, évidemment, on peut toujours retenir d'autres critères. Fabien Di Filippo, vous évoquiez effectivement un moment de vérité. Je crois qu'à un moment donné où nous parlons quand même beaucoup de la dette, les uns et les autres, et j'entends d'ailleurs le ministre de l'économie lui-même en parler de manière importante, tirer aussi la sonnette d'alarme. Je crois qu'effectivement, ça sera un moment pour faire un point, et également évoquer l'impact des hypothèses qui sont retenues à un moment donné pour construire une loi de finances ou un budget. Je pense que ça pourra tout à fait être intéressant. Monsieur Emmanuel Mandon, alors vous évoquiez pourquoi 2017. Alors je dirais pourquoi pas, hein, parce qu'à un moment donné, vous êtes bien obligé de mettre une temporalité. Le dossier étant quand même assez conséquent déjà, et je pense que retenir une période comme celle-ci va déjà être très, très riche, très conséquente, et nous donnera déjà, certes, beaucoup d'auditions et beaucoup de matière. Bon, nous ne pourrons pas, à un moment donné, non plus faire complètement abstraction sur une situation et un stock de la dette à un moment donné qui sera probablement abordé. Et je vous rassure, tout cela sera fait non pas de manière superficielle, mais avec rigueur et sérieux. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. Monsieur Michael Boulou, alors vous évoquiez un moment où on aura l'occasion de confronter nos points de vue. Et effectivement, je pense que c'est l'intérêt aussi des travaux qui sont conduits ici à l'Assemblée nationale et plus particulièrement à la Commission des finances. Et vous évoquiez ces seuils qui avaient été dépassés et qui étaient, je dirais, brandis comme des chiffons rouges à un moment donné. Et dès qu'on les franchissait, finalement, il ne se passait rien. Vous évoquiez cela en pourcentage du PIB. Et j'ai le souvenir également en masse, que nous évoquions les seuils de 2000 milliards d'euros de dette que tout le monde mettait aussi avec un chiffon rouge que nous avons franchi. Nous avons franchi les 3000 milliards également. Voilà, mais à un moment donné, il y a derrière la charge de la dette et l'impact sur le pouvoir d'achat des Français qui méritera d'être abordé. En tout cas, le débat sera très intéressant. Lise Magnier, vous évoquiez la question de la recevabilité. Il n'y a pas de souci particulier. Et effectivement, le choix des 2 sujets, y compris, je le redis, et j'ai eu l'occasion de le dire, sur le pouvoir d'achat des Français. Et ça, je pense que c'est quand même important de bien mesurer et de comparer avec ce qui existe aussi dans les autres pays. Et je pense que tout ce qu'on pourra faire sera intéressant, puisqu'effectivement, des pays voisins ont subi des crises, je dirais, sanitaires, inflationnistes comme nous, et pour autant ne se retrouvent pas avec les mêmes situations. Donc il faudra effectivement faire un petit point et objectiver. Voilà, Monsieur Charles Schönstuhl, je le prononce encore moins bien que le président d'ailleurs,
Vous évoquiez le choix de la date, j'en ai parlé, enfin à un moment donné il faut bien que nous mettions une référence. Je rappelle quand même que depuis 2017, il y a 1 000 milliards d'euros de dettes en plus, ce qui représente les 2 tiers quand même, un tiers de la dette actuelle, et qu'à un moment donné il faut bien mettre une temporalité. Et je pense qu'on... Ce qui est important, c'est que cette commission d'enquête, nous en tirions aussi des enseignements pour préparer et aider à l'avenir, en tout cas. Je crois que c'est ça aussi l'intérêt d'une commission d'enquête. Faire un point d'étape et évaluer, enfin tirer des enseignements, des causes pour mieux organiser et orienter l'avenir. Et je pense que prendre cette période, en tout cas, va déjà, à mon avis, être assez conséquent en termes de travail. Je rappelle que nous devons rendre nos travaux dans un délai de 6 mois à compter de la conférence des présidents qui se tiendra mardi prochain, c'est-à-dire le 7 novembre, compte tenu date à laquelle les travaux devront être rendus. Donc, compte tenu de cette période estivale qui, en plus, va être peut-être un petit peu plus compliquée ici en termes de réunions cet été, compte tenu des Jeux Olympiques, va déjà nous emmener avec beaucoup d'auditions et beaucoup de tâches. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix, conformément à l'avis du rapporteur, le constat que les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies. Qui est favorable à ce constat? Qui est contre? Unanimité, bravo, il en est ainsi décidé. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Si on vote, on vote. Sur la recevabilité. Je te ferai mon livre. Ah oui. Non, je disais, quand je te dis